Bienvenue dans la grande cité portuaire de Lavilia. Située sur les côtes de la mer d'Émeraude, cette ville est l'une des plus grandes plateformes d'échange de marchandises de l'Empire d'Okrina. Chaque jour, de nombreux navires y vont et viennent, l'un déchargeant ses cargaisons de bijoux des royaumes elfiques, l'autre remplissant sa cale de tonneaux d'épices rares des terres sauvages, le tout dans un balai minutieusement exécuté par les marins des docks. C'est justement auprès de l'un d'entre eux que notre histoire commence. C'est la dernière pour ce soir. Bonne chose de faite. Hé, Rimaz! Tu vas boire un coup chez le vieux Mildred? Non, pas ce soir. Pas ce soir, désolé. Là, je suis fatigué, je vais me rentrer avant qu'il soit trop tard. Coupe pas la plage! Tu seras plus vite chez toi! Ouais, je vais faire ça. À demain, les gars. À demain, Rimaz! Bon. Faut pas que je traîne trop si je veux pas me faire surprendre par la nuit. Resserrant son manteau pour se protéger des embruns marins, Rimaz progressait sur la plage en direction de sa chaumière. À cette heure si tardive, nul autre que lui n'était présent sur le sable encore chaud du jour, ou du moins ce qu'il croyait lorsque la lumière de la lune traversa les nuages pour éclairer une silhouette étendue sur le rivage. Hein? Mais y a quelqu'un là-bas? Oh, il a l'air mal en point. Hé, mon gars, ça va? Ça va? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es trempé, tu viens de la mer? T'as fait naufrage? Attends. Je vais te tirer hors de l'eau. Voilà. Tu seras un peu au sec au moins. Écoute. Je vais aller chercher du secours à l'auberge juste à côté, hein? Et je reviens vite. D'accord? Rimaz courut aussi vite que possible à la recherche de personnes pour l'aider à transporter le mystérieux naufragé. Lorsqu'enfin il revint sur ses pas accompagné de ses camarades, il ne s'était écoulé que quelques minutes à peine, mais quelle ne fut pas sa surprise quand il découvrit que le rescapé de la mer avait tout simplement disparu. Par ici, il est juste là. Où ça? Je ne vois rien. Mais si, il est... Bah, il est où? Il devrait être juste là? Tu es certain qu'on est au bon endroit? Mais si, c'était juste au niveau de ce rocher. Alors là, j'en suis sûr. Pourtant, je ne vois aucune trace dans le sable. La mer les a peut-être effacés, je sais pas. À cette hauteur sur la rive? Non, c'est impossible. Tu t'es peut-être fait juste avoir par des jeux d'ombre sur la roche, non? Avec la lune nuageuse qu'on se paye ce soir, ça ne m'étonnerait pas. Je sais pas. Je l'ai sorti de l'eau, juste ici. Il arrêtait pas de répéter un mot. Et là, je lui ai dit... Écoute, on a eu une dure journée. Ça arrive à tout le monde d'avoir des hallucinations. Rentre chez toi et va te reposer, d'accord? Ouais. Je vais faire ça. Perdu dans ses pensées, épuisé, Rimaz finit par rentrer chez lui. Toutefois de repos, il n'en eut guère, assailli par tant de doutes et de questions. Il était persuadé que ce qu'il avait vécu était bel et bien réel, bien que la réalité en eût décidé autrement. Lorsque les premières lueurs de l'aube percèrent enfin au levant, Rimaz se dirigeait déjà vers la plage afin de profiter de la lumière naissante pour éclairer le mystère de la nuit dernière. Cependant, il eut beau passer au peigne fin chaque grain de sable présent, il ne trouva aucune preuve du naufragé qui l'avait secouru. J'y comprends rien. C'était quand même bien trop vrai pour n'être qu'un rêve. Est-ce que ça aurait pu être une de ces créatures légendaires qui embarquent les marins sous la mer pour les noyer? Non. Ressaisis-toi, Rimaz. Tu vas pas te mettre à devenir superstitieux maintenant. Non. Doit y avoir une explication plus simple. Il a sûrement dû se remettre sur pied, partir avant que j'arrive. Et puis le vent aura soufflé ses empreintes dans le sable. Ça se trouve, c'était juste un marin ivre-mort. Si je cherche un peu, il doit encore traîner dans les parages. Quelqu'un avec des vêtements détrempés, ça passe jamais inaperçu dans un port. Et qu'est-ce qu'il répétait déjà en boucle? Ambassia... Non. En bois...
Alors que Rimas continuait de réfléchir à voix haute en remontant sur les quais, il vit arriver entre les phares formant l'entrée du port un navire à l'allure pour le moins dérangeante. En apparence, il ressemblait à s'y méprendre au bateau fraîchement sorti des chantiers navals. Cependant, en y regardant de plus près, on pouvait voir que sa coque ressortait d'une couleur gris-vert délavée, faite comme de bois flotté. Ses voiles aussi finissaient par paraître élimées, au point d'en devenir quasi translucides, si fines qu'on penserait qu'une brise pourrait les fendre. La rangée de rames qui sortait des sabords grinçait à chaque mouvement, comme grippée par les siècles d'usure, mais elle n'émettait aucun son lorsqu'elle plongeait dans l'eau. Enfin, sa figure de proue évoquait une curieuse créature sous-marine, semblable au triton des mythes et légendes, mais affublée d'une paire d'ailes chitineuses et aux faciès de polypes. Rimas observait s'amarrer le curieux vaisseau lorsque le nom de ce dernier apparut devant ses yeux. En bac! Mais oui! Mais c'était ça ce qu'il répétait sans cesse! Je savais bien que c'était un naufragé de navire! Oh, il doit sûrement traîner autour. Ou au pire, je pourrais toujours prévenir l'équipage que je l'ai retrouvé échoué sur la plage. Rimas partit donc à vive allure vers l'Ambac, traversant le port encore bien silencieux à une heure si matinale. Arrivé sur le quai où mouillait le navire, Rimas n'avait toujours croisé aucune âme qui vive. Ni matelot, ni docker, ni naufragé. Pourtant, la passerelle de l'Ambac était bien baissée, invitant quiconque y passerait à monter à bord. Personne à quai, ni en vue. Mais il y a bien dû y avoir quelqu'un pour faire le nœud d'amarrage. Ils sont peut-être à bord. Eh oh! Du bateau! Vous m'entendez? Pas un chat. Bon. Pas le choix, faut que j'aille pas. À tous les coups, ils sont sur les ponts inférieurs ou dans la cale. Prenant son courage à deux mains, le docker s'avança sur la passerelle, puis sur le pont de l'Ambac. Ce dernier était aussi vide que le reste du port, mais Rimas remarqua qu'il y traînait de ci et là des outils, des seaux, des boutes, comme si quelques instants auparavant, ce lieu débordait d'activité. Cependant, le sol recouvert d'une fine couche de vase ne laissait apparaître aucune autre trace que celle laissée par le nouvel arrivé. L'air devint chargé d'humidité, poisseux, sans une once de vent. Hein? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Y'a quelqu'un? On aurait dit un grincement de bois venant de l'intérieur du navire. Ah, c'était peut-être quelqu'un. Bon, mettons déjà un peu de lumière. Le briquet. Voilà. Rimas s'enfonça dans la pénombre du pont inférieur, illuminé par une simple et fragile flamme. L'endroit était calme, bercé par le roulis de la mer, mais curieusement vide, à l'exception d'une dizaine de barils trônant au milieu de la pièce, comme si l'on avait oublié de remplir cet espace. Bizarre. Où sont les hamacs? Les bancs? Les rames? Y'a que des tonneaux? On dirait du rhum brun, mais... très amer. Pourquoi y'a que ça ici? Arpentant le parquet du pont de long en large, Rimas finit par éclairer l'entrée d'un étroit escalier descendant vers la cale du navire. C'est le seul endroit que j'ai pas encore exploré. Bon, tant qu'à être ici, autant y aller jusqu'au bout. Tenant fermement son briquet dans la main, Rimas s'aventura sur les marches. De manière similaire au lieu qu'il venait de quitter, la cale était singulièrement vide, à l'exception de plusieurs vingtaines de barils, cette fois-ci vidés de leur contenu. L'air y était toutefois plus frais, sentant le renfermé, le croupi, mais également empli d'iode, sûrement dû à la présence des nombreux coquillages et crustacés qui avaient élu domicile sur les parois internes de la coque. Naviguant entre les barils, Rimas finit par atteindre une sorte de clairière au milieu de cette forêt de tonneaux de bois, et en son centre, son regard fut attiré par quelque chose reflétant la flamme de son briquet. Qu'est-ce que c'est que ce meuble? On dirait une sorte d'hôtel avec un reliquaire, comme à l'église.
Ce marbre veiné de verre est magnifique. Ou est-ce que c'est de la serpentine? En tout cas, vu comment il est abîmé, ça doit être ancien. On dirait qu'on a renversé un liquide là-dessus. C'est recouvert de ces taches brunes, collantes. Et... ça sent comme le rhum de tout à l'heure, mais en plus métallique. Bon, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce reliquaire. En ouvrant la porte faite de toile de pêche du petit habitant, Rimas tomba nez à nez avec une relique qui le fit pâlir de la tête aux pieds. Trônant sur un piédestal, se tenait le crâne difforme et desséché d'une baudroie des abysses. Sa gueule était ouverte, montrant plusieurs séries de dents aux tailles disproportionnées. Son leurre lumineux était fait d'une dizaine d'excroissances, semblables à des bubons se montant les uns sur les autres. Ses yeux étaient 2 cavités creuses déstructurées, au fond desquelles brillait une lueur verdâtre malsaine. Rien dans cette relique ne semblait naturel, et surtout, désormais, plus rien ici ne semblait sûr pour Rimas. Faut que je parte de là. Au plus vite. Là, l'escalier, le pont inférieur. J'y suis presque. Attends, j'entends. Oh merde, il y a des gens qui arrivent. Faut pas qu'on me trouve là. Mince, il y a nulle part où se cacher sur ce pont. Tant pis, je vais me tapir juste en haut des marches là. Pour moi, je devrais pas me voir, je devrais pas m'entendre. Alors que Rimas s'accroupissait dans l'obscurité menant à la cale, une autre lumière apparut dans l'ouverture menant vers l'extérieur. Une lampe tempête tenue à bout de bras précédait l'arrivée de 2 personnes en pleine discussion, suivies de près par une dizaine d'hommes. Je ne sais même plus qui m'a parlé de vous au final lors de cette soirée. Mais je lui en suis très reconnaissant. Avec les frais de douane appliqués en ce moment par l'Empire, obtenir du rhum en quantité à un prix abordable est devenu quasi impossible. Celui qui venait de prendre la parole était d'une taille assez imposante, robuste pour son âge qu'on aurait dit avancé au vu de ses cheveux grisonnants et des nombreuses rides et cicatrices ornant son visage. Vêtu d'une vieille tenue de capitaine abîmée et négligée, on aurait presque pu le prendre pour un gentil loup de mer, mais ce n'était à cause de ses yeux, dont l'un furetait sans arrêt dans les moindres recoins, et dont l'autre n'était en réalité qu'une sphère de métal ciselée. Cet homme-là, c'est Thorsten. Thorsten œil d'acier. Mais dans quoi je me suis fourré? D'abord un hôtel contenant une relique démoniaque. Maintenant un des barons de la pègre qui vient en personne avec ses hommes. Et l'autre là, ça doit être la capitaine de Lombac. L'individu en question était une femme très grande, même en comparaison de Thorsten, pourtant réputé pour sa taille haute. Toutefois, contrairement à ce dernier, la capitaine de Lombac était d'une maigreur à faire peur. Sa peau cachée par quelques tissus était tirée sur ses os, au point de même craquer par endroits. Son corps décharné aurait pu être celui d'un cadavre, exception faite de ses yeux pétillants d'un éclat vif et inquiétant derrière ses longs cheveux lui tombant devant. Tout le plaisir est pour moi, très cher Thorsten. Voici les barils de rhum, comme promis. Parfait. M'a l'air divin. J'ai l'impression d'y retrouver tout ce qu'il peut y avoir de meilleur dans un bon rhum. Je ne vous avais pas menti sur sa qualité. Vos hôtes seront ravis d'y goûter, croyez-moi. Alors, n'hésitez pas à le partager. Vous autres, emmenez chacun un baril, et faites-y attention comme à la prunelle de vos yeux. Un cru pareil, ce sera un sacrilège d'en perdre la moindre goutte. D'ailleurs, n'est-ce pas trop peu cher payé pour un si bon breuvage? Qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Notre réputation, évidemment. Comme l'on vous a parlé de nous, j'espère qu'à votre tour, vous donnerez notre contact aux gens de votre entourage. Nous ne cherchons qu'à étendre nos frontières commerciales. Et puis, il y a un paiement tout de même. Je ne l'ai pas oublié. J'étais juste curieux. Voici votre pièce de jade, bien que j'ignore qui peut bien vouloir marchander avec ce genre de monnaie. Je vous en remercie. Je ne vous raccompagne pas à quai. Mon navire ne devrait pas tarder à mettre les voiles vers Taruna, notre prochaine destination. Soit. Bravo. Sur ces mots, Thorsten œil d'acier disparut de la vue de Rimas, toujours blotti dans l'ombre. Les bruits de pas sur la passerelle menant à quai résonnèrent longtemps dans la salle du pont inférieur,
maintenant complètement vidé de tout objet. Soudain, à la grande stupeur de Rimaz, la capitaine de l'Ambac se mit en marche en direction de sa cache. Non, mais pourquoi vient-elle par là? Ah, pas le choix. Faut que je retourne dans cette maudite cale. Oh, bon sang, elle arrive. Vite, c'est un endroit bloqué. Il n'y a rien par ici, à part ces fichus barils. Oh, merde, mais ça fera l'affaire. Avec une certaine souplesse, le docker se faufila dans l'un des nombreux tonneaux vides présents dans la cale. Toutefois, il remarqua que trop tard, que dans la précipitation, il en avait choisi un à seulement quelques mètres de l'inquiétant hôtel et de son horrible relique. À peine eut-il eu le temps de refermer le couvercle qu'il entendit des pas finir de descendre les marches menant à la cale. Retenant sa respiration, les oreilles aux aguets, Rimaz se fit le plus discret possible. En écoutant attentivement, il devina que la capitaine de l'Ambac s'était dirigée vers l'espace dégagé où se tenait l'hôtel. À ces mots, Rimaz sentit le navire se mettre en branle. L'accélération fut brutale, le bois grinçant sous la contrainte, le roulis s'intensifiant outre mesure. Dans sa cachette, Rimaz se retrouva projeté contre les parois de bois, et quelques ecchymoses vinrent garnir ses bras et ses jambes. Quelques instants plus tard, et bien que la prudence eût commandé de rester dissimulée, la curiosité finit par l'emporter, et le plus délicatement possible, Rimaz souleva le couvercle du tonneau pour jeter un œil dans la pièce. Il aperçut alors des dizaines de silhouettes se détacher des ombres de la cale. Tous vêtus d'une longue cape encapuchonnant leur tête, les nouveaux venus se mirent en cercle autour du capitaine de l'Ambac et de son mystique hôtel. Mes chers adeptes, notre mission ici est achevée. Le sang sacré va pouvoir continuer de se propager sur ces terres. Et bientôt, ceux qui auront goûté à sa divine ivresse rejoindront nos rangs et diffuseront sa parole. En ce qui nous concerne, le repos ne nous est pas encore offert. La mer nous guide déjà vers notre prochaine mission. Il nous faut refaire le plein de notre précieuse cargaison. Il est l'heure. La tête du capitaine de l'Ambac se tourna alors droit vers Rimaz, et leurs regards s'accrochèrent. Une peur panique se mit à bouillir dans le sang du docker, ne pouvant détacher ses yeux. Amenez-le-moi. Comme privé de toute force par le duel de regards, Rimaz fut extrait du baril sans qu'il ne songe à se défendre. Impuissant, il fut transporté et mis à genoux devant l'hôtel pendant que le capitaine de l'Ambac ouvrait la porte en toile de pêche du reliquaire. Ne pouvant oublier ce qu'il y avait vu, Rimaz tenta d'abord de bouger son visage, à droite, puis à gauche. Mais bien vite, les adeptes qui le maintenaient au sol lui redressèrent la tête pour qu'il ne puisse plus que fixer l'horrible relique. C'est alors que la capitaine de l'Ambac sortit d'une poche de son habit la pièce de jade qu'elle avait reçue en paiement, et d'un geste religieux, plaça cette dernière dans la gueule de la baudroie abyssale. Yueog, aurna farfuntugutunk, kenkim turs. Les yeux du crâne desséché de la créature aquatique se mirent à irradier d'une lumière verdâtre, inondant la cale de reflets mouvants tels des fonds marins. Rimaz sentit une pression immense contre ses tympans, et un bruit sourd résonna dans son crâne comme si des litres d'eau tentaient d'y pénétrer. L'air devint extrêmement lourd, ses poumons luttant à chaque bouffée d'oxygène. Il sentit son sang devenir plus visqueux, et son cœur peinait à le pomper dans une cage thoracique de plus en plus comprimée par une force démesurée. Levant avec beaucoup de difficulté sa tête vers la terrible relique, il la vit se mettre à vibrer, puis pulser au même rythme que ses battements de cœur. Une douleur atroce le submergea, tandis que dans ses veines, une sensation de drainage prit place. Au même moment, d'entre les dents disproportionnées de la baudroie des abysses, se mit à couler un liquide rouge foncé, virant au brun. Le fluide se mit à ruisseler sur l'autel, puis à déborder, pour finir par se verser dans des tonneaux vides que des adeptes avaient placés tout autour. Une odeur d'alcool amer envahit la pièce, tandis que ce rituel impie continuait son office.
qui parut une éternité dans l'esprit du docker, le flux se mit à diminuer, puis cesser complètement. Rimaz, vidé de toute énergie vitale, s'effondra lourdement sur le sol. Réjouis-toi, humain. Ton sang aura servi une cause au-delà de ce que ton simple esprit puisse concevoir. Maintenant, il ne te reste plus qu'une dernière chose à faire. S'abaissant au niveau de Rimaz, la capitaine de l'embarque effleura alors du bout du doigt la nuque du docker. Un coup sec, une décharge d'adrénaline traversa son corps de part en part. Les yeux exorbités, le cerveau tournant à plat régime, Rimaz se redressa d'un bond avec une seule et même idée en tête. Va, humain. Tanarakeia. Okvukmao. Courant à en perdre haleine, Rimaz traversa le navire de bas en haut pour enfin sortir à l'air libre sur le pont supérieur. À sa grande surprise, la nuit commençait déjà à étendre son emprise dans le ciel tout juste étoilé. Puis il remarqua les marins qui l'entouraient. Dans l'entre-deux-lumière du crépuscule, la vraie nature des marins se révélait. Des monstres, des spectres, des jeunes poissons. Non, arrière. Reculez, reculez, reculez. Éloignez-vous. Non, n'approchez pas avec vos écailles. Je vous laisserai pas me toucher. Non. Fuir, fuir, fuir. Là-bas, une fuir, un phare, une ville, laisse-moi. Fuir. Se précipitant vers le bastingage, Rimaz sauta sans hésiter par-dessus bord, avant de disparaître dans la mer, encore agitée par les remous du sillage de l'embarque. Bienvenue dans la grande cité portuaire de Taruna. Située sur les côtes de la mer d'Émeraude, cette ville est l'une des plus grandes plateformes d'échange de marchandises de l'Empire d'Okrina. Chaque jour, de nombreux navires y vont et viennent, l'un déchargeant ses cargaisons de tissus des montagnes argoniennes, l'autre remplissant sa cale de caisses d'outils des forges naines, le tout dans un balai minutieusement exécuté par les marins des docks. C'est justement auprès de l'un d'entre eux que notre histoire se termine. C'était la dernière meule de fromage pour cette soirée. Et plus qu'à rentrer tranquillement, me mettre les pieds au chaud. Hein? Mais il y a une personne échouée là-bas? Monsieur? Eh oh monsieur! Monsieur, vous allez bien? Vous avez l'air bien mal en point. Ah, attendez, je vais vous tirer hors de l'eau. Voilà. Ici, vous serez à l'abri de la mer. Écoutez, je vais aller chercher de l'aide à la capitainerie juste à côté. Je reviens vite. Alors que le marin s'éloignait vers le port, laissant Rimaz seul sur la plage, une lame d'eau bien trop grande pour cette mer calme vint s'abattre sur le naufragé. Quand elle refoula vers la mer, plus aucune trace de l'infortuné Rimaz n'était visible sur le sable. Ainsi s'achève le cycle d'Ambak. Ainsi recommence-t-il. Vous venez d'écouter Le cycle d'Ambak, une fiction sonore réalisée dans le cadre du concours de la saga de l'été 2025 par les membres de l'association de jeux de rôle Le Cercle d'Ambak. Avec, dans le rôle du narrateur, JPPJ. Dans le rôle de Rimaz, Tobias. Dans le rôle du camarade Docker, Zedicus 37. Dans le rôle du naufragé, Bastien.
Dans le rôle de Thorsten Œil d'Acier. Lucas Banaspli. Saillant. Dans le rôle de la capitaine de l'Ambac. Fera Ansouz. Dans le rôle du nouveau docker. Virgile. Merci d'avoir écouté.